Salut chers élèves, ravi de vous retrouver dans une vidéo consacrée au cours mouvement de rotation d'un corps solide indéformable. Donc l'objet principal de cet exposé, c'est de caractériser le mouvement de rotation des corps indéformables en définissant les grandeurs caractéristiques telles que des lois mathématiques qui gouvernent la variation du position du corps au cours de son mouvement, et également telles que quelques grandeurs physiques caractérisant le mouvement de rotation, telles que la fréquence et la période. Donc, comme vous voyez sur cette figure, les deux photos montrent une balançoire pour enfants et la grande roue. Deux cas différents. Donc, ces deux systèmes sont constitués par des corps solides qui ont un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Qu'est-ce que c'est un mouvement de rotation et quelles sont des caractéristiques? Commençons tout d'abord par la définition d'un mouvement de rotation. Comme vous savez bien, chaque solide est constitué d'un certain nombre de points et au cours de son mouvement, si ce solide va subir un mouvement de rotation, tous les points vont subir également des trajectoires circulaires. Et ces trajectoires circulaires, forcément, doivent être perpendiculaires par rapport à l'axe de rotation, centrés sur l'axe de rotation. Donc, uniquement les points qui appartiennent à cet axe qui n'ont pas subir des mouvements, c'est-à-dire elles restent stationnaires. Donc, avant d'aborder ces grandeurs physiques, il faut notamment lieu de séparer entre le mouvement de rotation et le mouvement circulaire. On parle de mouvement circulaire pour un point et le mouvement de rotation pour l'ensemble de points, c'est-à-dire pour un corps solide. Comme vous voyez bien, donc si ce corps, par exemple, en mouvement de rotation autour de cet axe, donc comme vous voyez, le point M va subir une trajectoire qui est circulaire. Donc on définit, comme nous avons vu au programme du tronc commun, toujours la vitesse et les tangences du trajectoire. Et le tangente du trajectoire n'est rien d'autre que le perpendiculaire du rayon du trajectoire. Donc, au cours de son mouvement, ce point M est caractérisé par deux grandeurs physiques. Donc, la distance parcourue, qui s'appelle l'abscisse curviligne, et l'angle balayé, qui s'appelle l'abscisse angulaire. Et la différence, comme vous voyez bien, donc θ de telle abscisse angulaire n'est rien d'autre que l'angle balayé entre les vecteurs OM0 et le vecteur OM. Et S de t n'est rien d'autre que la distance parcourue et n'est rien d'autre que l'arc M0, M1, comme je l'ai défini ici. θ, c'est une grandeur qui s'écrit, qui est représentée par le radian, toujours en radian. Par contre, la distance ou l'abscisse curviligne, l'abscisse rectiligne ou l'abscisse curviligne, toujours sa dimension, c'est en mètres. Donc, et la relation qui lie ces deux grandeurs, c'est que S de t, l'abscisse curviligne, égale le rayon de trajectoire multiplié par le rayon, multiplié par l'abscisse angulaire. C'est ça la relation qui lie ces deux grandeurs. Donc, on va définir maintenant la vitesse angulaire. Donc, supposons à l'instant t0 égale 0, le mobile ou le point M est ici. D'après un certain temps t1, donc le mobile ou le point mobile M va occuper la position M1, c'est-à-dire il va traverser ou parcourir une distance O M1 n'est rien d'autre que l'abscisse curviligne, c'est l'arc, et l'angle θ1. Également dans l'instant t2, donc il va traverser ou parcourir une distance au M2, n'est rien d'autre que l'abscisse curviligne, et également il va balayer un autre angle qui s'appelle l'angle θ2. Donc, la vitesse angulaire, comme nous avons vu dans le programme des troncs communs, nous avons uniquement parlé ou étudié le mouvement rectiligne. Donc, la différence entre les deux types de mouvements, c'est que dans le cas du mouvement rectiligne, on parle uniquement de la vitesse linéaire, et dans le cas du mouvement rotation, on parle de la vitesse angulaire. Donc, c'est quoi la vitesse angulaire? Donc, entre les deux instants t2 moins t1, le mobile va balayer un angle
θ2 moins θ1. Et la vitesse angulaire n'est rien d'autre que l'angle balayé sur la durée écoulée. Donc, généralement, on s'écrit oméga, c'est delta θ sur delta t. Donc, ça s'appelle la vitesse moyenne. C'est quoi la vitesse moyenne? La vitesse moyenne, c'est une vitesse entre deux instants différents. Par exemple, dans cet exemple, nous avons calculé la vitesse moyenne entre l'instant t1 et l'instant t2. Si on veut calculer la vitesse moyenne entre l'instant θ1, t1 et t3. Donc, à ce moment-là, oméga devient θ3 moins θ1 sur t3 moins t1. Et ainsi de suite. Donc, généralement, la vitesse moyenne n'est rien d'autre que la vitesse entre deux instants différents. Son unité n'est rien d'autre que le gradient par seconde. Donc ça, c'est la vitesse angulaire moyenne. Passons maintenant à la vitesse angulaire instantanée. Donc la vitesse angulaire instantanée n'est rien d'autre que la vitesse dans un instant bien déterminé. Généralement, on écrit la vitesse instantanée s'écrit sous la forme oméga i n'est rien d'autre que θi plus 1 moins θi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1. Ça, c'est l'expression générale pour le calcul de la vitesse instantanée. Comme vous voyez bien, c'est par exemple, je veux calculer la vitesse instantanée à l'instant t2. Donc, on va remplacer i par 2. À ce moment-là, on écrit θ3 moins θ1 sur t3 moins t1. Donc, juste une petite remarque qui est très importante, c'est que, si vous voyez bien, la vitesse instantanée dans l'instant t2 n'est rien d'autre que la vitesse moyenne entre deux instants différents qui balayent cet instant. Et c'est ça la notion de la vitesse instantanée. C'est-à-dire, c'est la vitesse dans un instant très bien déterminé. Et la vitesse dans cet instant n'est rien d'autre que la vitesse moyenne entre deux instants très proches qui balayent cet instant. Donc, passons maintenant au calcul de cette vitesse. Par exemple, si on considère un point dynamique ou un point qui va subir une trajectoire circulaire, et ce point appartient au corps qui est au mouvement de rotation, à l'instant t0 égale 0, il occupe la position suivante. À l'instant t1, donc, il doit être ici. Donc ça n'est rien d'autre que l'abscisse curviligne S1. Et ça, c'est l'abscisse angulaire θ1. Dans un instant t2, elle doit être ici. Donc si on veut définir l'angle θ2, donc n'est rien d'autre que l'angle balayé par ce point. Et cette distance n'est rien d'autre que l'abscisse curviligne S2. Donc également à l'instant t3. À l'instant t3, donc le mobile doit occupe cette position. Et à ce moment-là, on va essayer de définir cette vitesse angulaire entre l'instant A1 et entre l'instant T1 et l'instant T2. Donc, la vitesse angulaire. Donc, la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse instantanée, qu'on va la définir ultérieurement. Donc, la vitesse linéaire ou la vitesse rectiligne n'est rien d'autre que la variation de l'abscisse curviligne sur la durée écoulée. Donc ça n'est rien d'autre que la distance parcourue par le mobile. Et ça, c'est la durée delta t. Par exemple, si on veut calculer la vitesse, par exemple la vitesse V2, ça, c'est pas une vitesse moyenne. C'est une vitesse instantanée, c'est-à-dire un instant t2. Donc, on va prendre l'arc, donc c'est S1, S3 sur T3 moins
moins T1. Également, la vitesse linéaire instantanée n'est rien d'autre, dans un instant bien défini, n'est rien d'autre que la vitesse entre deux instants différents qui balayent cet instant. Et toujours la dimension, toujours la distance est en mètres et la durée elle est en secondes. Passons maintenant à l'autre paragraphe. Donc dans ce paragraphe, on va essayer de définir la relation entre la vitesse instant linéaire et la vitesse angulaire, oméga. Comme vous voyez bien, V égale à delta S sur delta T, c'est-à-dire la variation de l'abscisse curviligne sur delta T. Et on n'a que delta S n'est rien d'autre qu'on n'a que S égale R fois θ. Donc R, c'est le rayon de trajectoire. Donc si on va faire une variation de l'abscisse curviligne, automatiquement on assiste à une variation de l'abscisse angulaire. Donc si on remplace delta S par R delta θ, donc l'expression de la vitesse linéaire devient R delta θ sur delta T. Et delta θ sur delta T n'est rien d'autre que la vitesse angulaire. Donc c'est une relation qu'il faut la prendre par cœur. Et cette relation, elle est valable pour calculer la vitesse instantanée ou la vitesse moyenne. On peut également écrire la vitesse instantanée à l'instant t2 n'est rien d'autre que le rayon de trajectoire fois la vitesse angulaire à l'instant t2. Également, vitesse point 5 égale R, la vitesse angulaire fait le point 5. Donc cette relation, il faut la prendre par cœur. Passons maintenant à l'autre partie. Donc, cette partie est consacrée à l'étude du mouvement de rotation uniforme. On parle d'un mouvement de rotation uniforme si et seulement si sa vitesse angulaire reste constante au cours du mouvement, c'est-à-dire il n'y a pas de changement de vitesse. Soit la vitesse rectiligne, ou la linéaire, ou la vitesse angulaire. Tous les deux doivent être constants. Pour caractériser le mouvement de rotation, on va définir également ce qu'on appelle la période. Donc, c'est quoi la période? La période n'est rien d'autre que la durée nécessaire pour effectuer un tour. Et cette relation vient du fait que si on considère la vitesse angulaire, oméga, s'écrit sous forme de quoi? De delta θ sur delta t. Si le mobile va subir un tour, donc l'angle devient 2π. Et la durée correspond à un tour n'est rien d'autre que la période. Et à ce moment-là, à partir de cette relation, on peut obtenir cette définition qui est une définition standard. Il faut la prendre également par cœur. Donc, on définit également la fréquence. Fréquence n'est rien d'autre que le nombre de tours effectués par seconde. Par contre, que la période, c'est la durée nécessaire pour effectuer un tour. Donc, F, la fréquence, est définie comme l'inverse du période. Et si on fait l'inverse de cette relation, on obtient la relation suivante. C'est-à-dire F égale oméga sur 2π. Passons maintenant à l'autre partie. Donc, mouvement de rotation uniforme. Donc, pour caractériser la position dans n'importe quel instant, il faut définir une équation ou une application mathématique qui est de grandeur physique très importante, c'est-à-dire la distance parcourue et le temps nécessaire pour effectuer ce déplacement. Donc, cette équation s'appelle l'équation horaire, qui s'écrit sous la forme suivante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez le temps, vous pouvez définir la position ou l'abscisse angulaire. D'où vient cette relation? Je m'explique. Donc, normalement, la vitesse moyenne qui est constante car le mouvement elle est uniforme. Donc, la vitesse moyenne n'est rien d'autre que la vitesse instantanée. Dans le cas du mouvement de rotation uniforme, toujours, la vitesse moyenne n'est rien d'autre que la vitesse instantanée. Si je veux calculer, par exemple, la vitesse moyenne d'un mobile de l'instant t0 à un instant t différent de 0.
à ce moment-là, il s'écrit θ, l'instant t, moins θ0 sur t moins t0. Si on considère l'origine du temps t0 égale 0, à ce moment-là, on va assister à une autre relation. Donc, t devient ici, et θ de t devient oméga t plus θ0. θ0 n'est rien d'autre que l'abscisse angulaire à l'origine des dates, c'est-à-dire à l'instant t0 égale 0. Parce que si on va remplacer t par 0, on assiste à cette relation. Donc θ0 n'est rien d'autre que l'abscisse angulaire à l'origine des dates. Donc cette relation nous permet de calculer l'abscisse angulaire dans n'importe quel instant. Tout simple, à condition, il faut définir le θ0 et donner la valeur de oméga de t. Donc, passons maintenant à l'autre partie. Dans l'autre partie, on va essayer de retrouver la relation entre les deux types des équations. Également, S de t égale V de t plus S0. D'où vient cette relation? Je m'explique. Donc, on n'a que S de t égale R multiplié par θ de t. Nous avons défini l'équation horaire de l'abscisse angulaire par la relation suivante. Donc, si on va simplifier cette relation, on retrouve que plus R θ0. R oméga n'est rien d'autre que la vitesse linéaire. Et R θ0 n'est rien d'autre que S0. Et cette relation est donnée par l'expression suivante. Cette relation nous permet également de calculer la position dans n'importe quel instant, à condition de savoir les conditions initiales, c'est-à-dire l'abscisse à l'origine des dates, et également la vitesse linéaire pour effectuer le calcul. Donc c'est une relation mathématique, purement mathématique, qui lie deux grandeurs physiques très importantes, la distance parcourue et le temps nécessaire pour effectuer un mouvement. Donc, à titre d'exemple, on va essayer de faire un exemple très concret pour appliquer ces différentes lois que nous avons vues tout à l'heure. Donc, par exemple, un courroie est enroulé deux cylindres. Et on a deux cylindres, le cylindre S1 et le cylindre S2. Le cylindre S1 est de rayon R1. Le cylindre S2 est de rayon R2. Ils sont liés par un courroie. De diamètre, je crois, D1. Pardon, ça c'est D1, ça c'est D2. Donc la vitesse angulaire oméga 1 du cylindre S1 est 30 tours par minute. Et de la courroie ne glisse pas sur les deux cylindres. La première question, détermine la vitesse VA et VB des points A, B de la courroie. Donc avant de commencer, il faut mettre la vitesse angulaire dans le système international des unités. Donc par exemple, oméga ici égale à quoi? Égale, désolé. Donc oméga égale, c'est oméga 1, je crois, c'est oméga 1. 30 la vitesse angulaire oméga 1 égale 30 tours par minute. Dans le système international, donc 30 tours, c'est-à-dire 2 pi, par minute, c'est-à-dire seconde, 60 secondes, égale pi radian par seconde. Donc, cette relation ou cette valeur nous permet de déduire la vitesse du cylindre C1. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, il y a une relation très importante entre les deux grandeurs physiques. Donc, V1 égale à R1
multiplié par oméga. Dans cet exercice, le diamètre est noté D1. Donc, je vais écrire ici D1. Bravo. Donc, par application numérique, D1 n'est rien d'autre que 1 mètre multiplié par pi, c'est-à-dire P mètres par seconde. C'est ça la vitesse angulaire V1. Donc, comme vous voyez bien dans cette figure, si le système est en mouvement de rotation, c'est-à-dire les deux cylindres, donc les deux points vont traverser la même distance, c'est-à-dire ils vont avoir la même vitesse angulaire. Donc, par équivalence, V2 égale à V1 égale à P mètres par seconde. C'est ça la valeur de V1. Établir la relation qui relie les vitesses angulaires oméga 1 et oméga 2. Donc, comme vous voyez bien, donc les deux cylindres ont la même vitesse angulaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la question de... Parce que tout simplement, ils vont traverser la même vitesse. Donc, oméga V1 n'est rien d'autre que D1 multiplié oméga 1. V2 n'est rien d'autre que D2 multiplié oméga 2. Et c'est ça la relation qui lie la vitesse angulaire des deux cylindres. Donc, passons maintenant à l'autre question. Donc, établir la relation oméga 1 et oméga 2 du cylindre SC1 et donner la valeur de oméga 2. Donc, c'est très simple. C'est très simple pour effectuer ce calcul. Donc, oméga 2 va nous donner oméga 2 n'est rien d'autre que D1 sur D2 multiplié par oméga 1. Donc, oméga D1 n'est rien d'autre que 1 et D2 c'est 1,5. Donc, c'est 1 divisé par 1,5 multiplié par oméga 1 qui n'est rien d'autre que pi. Ça, c'est en radian par seconde. Pour la dernière, je crois la dernière question. Pour la dernière question, combien de tours effectue le cylindre S2 et quand le cylindre S1 effectuait 30 tours? Très bien. C'est une question très importante. Donc, comme vous voyez bien, delta θ delta θ1 delta θ1 égale 30 tours. Et la question, quel est delta θ de 30 tours? Donc ça, c'est le nombre de tours. Donc désolé, c'est le nombre de tours. C'est N1. Et la question donnée, c'est retrouver la valeur de N2, c'est-à-dire le nombre de tours effectués par N2. Donc, une relation très importante qui lie les deux grandeurs, c'est que delta θ, en général, égale à 2πn. Et n, c'est le nombre de tours. Si on effectue un tour, donc n égale à 1, donc l'angle devient 2π. Si on effectue demi-tour, donc n égale à 1 demi, c'est-à-dire delta θ égale à pi. Donc, facilement, donc delta θ, 1 égale à 2π1, n1, et delta θ, 2 égale à 2π, n2. Donc, la relation qui lie ces deux grandeurs, c'est tout simple, c'est très simple. Donc, on va diviser l'un par l'autre et on retrouve que delta θ2 sur delta θ1 n'est rien d'autre que n2 sur n1. Et delta θ2 n'est rien d'autre que oméga 2 fois delta t sur oméga 1 fois delta t. Cette relation provient de les équations horaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on veut faire une similitude, donc on peut écrire que θ1
égale à oméga 1 fois t. Donc delta θ n'est rien d'autre que ça. Également, delta θ2 n'est rien d'autre que oméga 2 multiplié par delta t. Donc on va simplifier par delta t. Et la relation devient N2 égale N1 multiplié par oméga 2 sur oméga 1. Nous avons déjà calculé oméga 2 et nous avons déjà également calculé oméga 1. Et N1 n'est rien d'autre que le nombre de tours effectués par le premier. Et il nous reste uniquement une application numérique. Enfin, je tiens à vous remercier et j'espère que vous allez bien bénéficier. On se verra ultérieurement.